Plus loin, comme chaque soir à 20h40 heure de Paris, retour sur deux infos qui font l'actualité de cette journée en compagnie ce soir de notre chroniqueur international Gauthier Rebinski. Bonsoir Gauthier, ravi de vous retrouver, de Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir à vous également Ziad. On va plus loin tout d'abord ce soir sur les résultats toujours pas définitifs des midterms aux États-Unis. À l'heure où l'on se parle, le camp républicain aurait 204 sièges à la Chambre des représentants contre 176 pour les démocrates. C'est beaucoup plus serré au Sénat, 48 sièges côté républicain contre 46 pour les démocrates. On va tout d'abord écouter tour à tour le démocrate John Fetterman, victorieux en Pennsylvanie, et le républicain Ron DeSantis, qui l'a emporté haut la main en Floride. Je ne croyais pas que nous réussirions à faire passer ce comté rouge au bleu démocrate, mais nous avons fait ce que nous avions à faire et nous avons argumenté à chaque coin de rue. Nous avons embrassé la liberté. Nous avons maintenu la loi et l'ordre, protégé les droits des parents et respecté nos contribuables. Aujourd'hui, après 4 ans au pouvoir, le peuple a rendu son verdict. La liberté reste en Floride. Malgré ces résultats, pas de vague républicaine, Ziad, malgré, j'ai envie de dire, tout l'argent qui a été dépensé. Alors, malgré tout l'argent qui a été dépensé, malgré le bilan absolument apocalyptique que la droite américaine faisait du début des années Biden, les 2 premières années, inflation, crise économique, difficultés, etc. Donc, malgré les sondages aussi. Alors, a priori, il y avait absolument un territoire favorable, et donc le fait qu'ils n'ont pas gagné, les démocrates n'ont pas gagné non plus, va probablement créer quelque chose au sein du Parti républicain, une réflexion sur pourquoi on n'a pas écrasé ces gens-là. On aurait dû, c'était notre année. Sur les sondages, un petit détail. J'ai appris aujourd'hui, je crois d'ailleurs que c'est sur un de vos correspondants ou un de vos collaborateurs qui a expliqué comment fonctionnent les sondages aux États-Unis. Ça marche avec le téléphone, avec fil à la maison. Autant dire qu'on s'adresse à la partie la plus âgée ou la plus agraire du pays, et donc forcément, ça peut se surreprésenter. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est vraiment, je pense qu'au niveau du Parti républicain, il va y avoir une vraie réflexion sur pourquoi on n'a pas gagné, pourquoi on ne va pas prendre le Sénat. Le Sénat, ça va probablement se jouer le 6 décembre en Géorgie dans un deuxième tour. Ça va être le cas. Est-ce qu'il va y avoir une remise en cause du Trumpisme? Est-ce qu'il va y avoir un renouveau des républicains dits modérés? Est-ce que le centre va retrouver de l'intérêt? Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de batailles qui se sont jouées au centre. Est-ce que le fait qu'on ait présenté des osos, des vrais allumés, est-ce que ça n'a pas joué en notre défaveur? Est-ce que le fait qu'on se soit mêlé d'un débat sur l'avortement, dont on pensait qu'il passerait à la trappe, finalement, ça a mobilisé les bases démocrates, et en particulier les femmes et les jeunes. Donc, ce qu'ils appellent en anglais le soul searching, il va y avoir du soul searching, parce que c'est pas une victoire, mais ça aurait dû l'être pour eux. C'est beaucoup plus serré au Sénat. Gauthier, Ziad l'évoquait à l'instant, et effectivement, la Géorgie sera un État clé pour comme il y a 2 ans. Exactement. Le même acteur. Et alors justement, avec des personnages qu'on commence à connaître, là aussi c'est très surprenant, parce que vous avez un gouverneur de Géorgie qui est Brian Kemp, qui est un homme dont je me souviens que les spots de campagne étaient en permanence, il était en permanence à porter ou en portant une arme. Et donc, il faisait même des cartons pendant ce spot pour expliquer qu'il était particulièrement fier de porter une arme et qu'en plus, c'était un bon tireur. Voilà le profil de Kemp. C'est quelqu'un qui, normalement, aurait dû être dans la botte ou dans la main de Trump. Or, patatras, Trump, craignant justement que ce bonhomme prenne un peu trop d'importance, lui met dans les pattes un autre candidat. Et là, c'est le problème, parce que c'est Kemp qui, malgré tout, est en tête. Alors, ce qui va se passer après, sur le 6 décembre, là, c'est autre chose, parce que ça va être un conflit, on va dire, un peu plus habituel. Mais d'une façon générale, est-ce que, comme disait Ziad, est-ce qu'on n'est pas à l'orée d'une réflexion, enfin, des républicains, dont certains disent quand même qu'ils ont perdu leur honneur en étant trumpistes, en étant, par exemple, tout simplement le fait que le rigorisme moral qui était celui des républicains, souvent,
est passé à la trappe. Ils ont aujourd'hui pour idole un bonhomme qui s'appelle Trump, qui trompe ses femmes en veux-tu, en voilà. Bon, je ne suis pas du tout pour ce rigorisme-là, mais je veux dire que les républicains, il y a là un aggiornamento probablement à faire. Et effectivement, comme disait Ziad, le fait d'avoir présenté des extrémistes, entre guillemets, est-ce que ça ne nous a pas coûté cette victoire ? Et l'exemple, je pense qu'on va en parler, l'exemple de Ron DeSantis est caractéristique. Parce que quand vous prenez ce que dit DeSantis, ou ce qu'il écrit, mais c'est tout à fait dans la lignée de Trump, même parfois un peu plus, sur le genre, sur l'éducation, où il dit qu'il ne faut pas parler de racisme aux États-Unis quand on met ça, il ne faut pas les mettre dans les manuels des enfants. Bon, il est pire, sauf qu'il a ce vernis rigoriste, moraliste, que n'a pas Trump, parce qu'il s'en est jamais embarrassé. Il l'a effectivement emporté haut la main, Ron DeSantis, en Floride. C'est a priori le principal rival de Donald Trump. Oui, la Floride et le Texas, c'est vraiment deux discussions intéressantes. En Floride, ça a joué beaucoup sur l'approche de DeSantis sur le Covid. Le fait qu'on n'a jamais fermé la Floride, que la Floride était toujours en état de marche, même si ça a tué une génération de gens fragiles. Bon, ça, tout le monde a oublié. Et donc il a cette idée qu'il attire beaucoup toutes les boîtes de la tech qui étaient en Californie, qui sont en train de bouger vers la Floride. Il y a eu aussi les Hispaniques qui sont en train de changer parce que les Hispaniques sont très motivés par les questions religieuses. Donc, quelqu'un qui leur parle de Dieu, de la religion, ça fonctionne. Et au Texas, on est vraiment sur un modèle ultra conservateur américain. Moi, j'ai été absolument stupéfait de voir que dans la ville où il y a eu la tuerie des enfants, Uvalde, c'est un républicain porteur d'armes, pur et dur, qui a gagné contre un démocrate qui voulait changer. Donc, l'Amérique n'a pas changé. Elle est toujours dans les mêmes contradictions, les mêmes conflits. Mais il y a quand même la question Trump qui est posée. Et du côté des démocrates, on a une génération qui arrive. Parce que le problème des démocrates, c'était leur vieux président qui fait des gaffes, qui se perd, paraît-il, dans les jardins de la Maison-Blanche, qui confond l'Irak et l'Ukraine. Donc, on commençait un peu à flipper. Et donc, apparaît dans ces élections, en particulier au niveau local, ce que les démocrates avaient un peu abandonné depuis quelques années, des visages, des gens qui peuvent incarner le futur du parti. On parle en particulier de cette fameuse gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. On parle du Obama Plus, j'ai entendu l'expression aujourd'hui, du Obama Plus, qui est le gouverneur qui s'appelle Wes Moore, et donc tous ces gens donnent de l'espoir parce qu'on se dit, bon, si Biden n'y va pas, on a des options de gagner dans 2 ans. Et donc la base du parti est assez mobilisée. Encore une fois, ce que je vous disais, c'est qu'on découvre que le centre a de nouveau de l'importance. Que dans les batailles qui se jouent à 50-50, ce n'est pas les plus mobilisés qui vont faire la différence, c'est cette espèce d'électorat mouvant, plutôt jeune, assez féminin. Les banlieues ont soutenu les démocrates. Voilà, donc c'est là que ça va se jouer. Et donc Trump a un problème, parce que c'est la stratégie totalement différente. Mais comme il n'a aucune limite, comme il a la justice aux fesses, comme il ne veut pas mourir à tout point de vue politiquement, etc., il peut faire n'importe quoi. C'est absolument possible que dans les 2 ans ou dans l'année qui vienne, quel que soit le résultat de ces élections, il soit tout aussi difficile à manipuler, y compris pour les républicains qui voudraient le changer. Gauthier, pour rebondir sur la mobilisation de l'électorat démocrate, visiblement la question de l'avortement, du droit à l'IVG a beaucoup mobilisé. Durant la campagne, on disait que les questions économiques, notamment l'inflation, écrasaient tout. Et visiblement, cette question de l'avortement était quand même cruciale. Alors, oui, c'est un vieux débat entre américanistes, ça. On dit souvent, les États-Unis votent sur des issues, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des questions, au fond, de société. Et puis d'autres disent, mais non, pas du tout. Au fond, c'est sous-tendu par des préoccupations très, j'allais dire, habituelles, classiques, qui sont celles du pouvoir d'achat, du coût de la vie, de l'éducation, etc. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est un mix des deux. Parce que la question de l'inflation, le fait que le carburant ait sauté des plafonds jamais connus, ça existe bien. Mais j'ai l'impression que cette question fondamentale de l'avortement est sortie aussi un peu comme un marqueur idéologique. C'est-à-dire que les gens ont dit oui, même si je ne suis pas concerné, même si je suis un homme de 70 ans, je m'intéresse à ça parce que c'est le marqueur, la contestation du droit à l'avortement est le marqueur de la droite et de l'extrême droite. Et donc,
par effet de ricochet, si vous voulez, ce thème a pris de l'importance. Je ne dis pas qu'il n'en a pas d'habitude. Je dis simplement qu'il a pris une importance parce qu'il désigne, il est très polarisant, et de ce fait-là, on peut comprendre qu'il le soit. Il désigne celui qui, finalement, n'est pas... celui qui veut imposer sa loi. Parce que, tout simplement, moi je pense qu'il y a des gens qui ont voté démocrate parce qu'ils estimaient qu'effectivement la défense de ce droit, c'est un droit. Hein. N'oublions jamais la palissade. Un pays qui autorise l'avortement, c'est un pays qui ne demande pas à chaque femme d'avorter. Alors que quand on l'interdit, c'est coercitif pour tout le monde. Je pense qu'il y a eu ça, qu'il y a eu des gens, même épris de ce fameux esprit de liberté américain, qui se sont dit, je ne peux pas laisser faire ça, parce que de l'autre côté, c'est la marque, c'est le symbole, c'est la figure de proue presque d'un obscurantisme qui est celui de l'extrême droite américaine. Alors, autre thème dont on va plus loin ce soir, c'est très vive tension entre la France et l'Italie autour du sort du navire humanitaire Ocean Viking avec 234 migrants à bord. Secouru, je vous le rappelle, en mer Méditerranée alors qu'elle fuyait la Libye et tentait de rejoindre le continent européen. Déjà 18 jours d'errance pour ce bateau qui demande désormais un port sûr en France, faute d'une solution de débarquement en Italie. Paris dénonce, je cite, le comportement inacceptable de Rome. Pendant ce temps, à bord, la situation est catastrophique. Selon SOS Méditerranée, des gens menacent même de se jeter par-dessus bord. On va tout d'abord écouter le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran. C'était ce matin. Ce bateau est actuellement dans les eaux territoriales italiennes. Il y a des règles européennes extrêmement claires et qui ont été d'ailleurs acceptées par les Italiens, qui sont de fait le premier bénéficiaire d'un mécanisme de solidarité financier européen. Ce bateau, il a vocation à être accueilli en Italie. L'attitude actuelle du gouvernement italien, et notamment les déclarations et le refus de laisser accoster ce bateau, à contrario de toutes les règles européennes qui ont été acceptées par l'ensemble des pays de l'Union, est inacceptable. Donc nous souhaitons, à l'heure où le bateau est encore dans les eaux territoriales italiennes, que l'Italie joue son rôle et respecte ses engagements européens. Alors, l'Ocean Viking serait en ce moment entre la Sardaigne et la Sicile. Ziad, que dit la loi maritime internationale? Est-ce qu'il y a effectivement un manque de respect des engagements du côté italien? En fait, il y a plusieurs, il y a une loi, il y a de la jurisprudence. La loi, c'est que le port le plus proche, c'est le port où on débarque. Après, il se trouve que l'Italie est systématiquement le port le plus proche pour ceux qui viennent de Libye, ou l'Espagne pour ceux qui viennent du Maroc, mais on aurait pu parler et se rappeler de la situation de la Grèce quand il y a eu les grandes vagues migratoires venant du Moyen-Orient, traversant à pied. Bon, c'est un peu toujours la même histoire. Et donc, en fait, chacun de ces bateaux, parce qu'au moment où on parle de l'Ocean Viking qui est bloqué, il y a 4 autres bateaux qui ont accosté en Italie absolument normalement. Donc, on voit que derrière ces drames humains, parce que c'est un drame humain pour ceux qui sont dans le bateau, c'est à chaque fois une négociation de marchands de tapis absolument... c'est vraiment pas à l'honneur de tous ces pays riches européens pour équilibrer cette espèce de loi qui fait qu'il y a certains pays qui sont en ligne de front et d'autres pays qui sont en ligne arrière. Et les pays qui sont en ligne arrière, en particulier la France et l'Allemagne, ont pris des engagements qu'ils ne respectent pas, parce qu'ils avaient promis d'en prendre, je ne sais plus les chiffres, 3 000, 6 000, 8 000, et en fait on est à 76, 27, 42, donc on est vraiment dans le déni. Et donc, face à quelque chose dont on sait que c'est un phénomène de tendance lourde qui est cette émigration du désespoir, parce qu'il y a aussi des émigrations, il y a des émigrations tout à fait normales, et c'est instrumentalisé à chaque fois. Par exemple, en France, la droite et l'extrême droite en profitent pour flinguer le projet Darmanin, qui consiste en fait à créer une filière d'émigration à l'anglo-saxonne, à l'américaine, à l'anglaise, à l'australienne. Pour les métiers en tension. Les métiers en tension, etc. Donc ça devient des débats intérieurs. C'est un débat européen qui n'a jamais été éclairci entre comment répartir le poids de cette migration, du désespoir parmi les pays de toute la zone de l'Union. Et c'est en même temps une sacrée dose de cynisme par rapport à ces gens dont on voit les images qui sont là dans ce bateau depuis 19 nuits, qui sont otages en fait de tous les non-dits de l'Union européenne et des pays européens sur la question. Gauthier, hier, la nouvelle présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, donc d'extrême droite, a présenté comme acquis l'accueil de ce bateau par la France. Or, la France n'a jamais confirmé qu'elle allait accueillir ce bateau. À quoi est-ce qu'elle joue? C'est quoi? C'est un coup de poker pour mettre la pression? Si la manœuvre est avérée, c'est assez simple. C'est de dire ces pays qui font partie de l'Europe, à propos de laquelle nous, Italiens, donc nous, gouvernement italien, sommes particulièrement, disons, suspicieux.
Ils ne jouent pas le jeu, c'est eux qui ne jouent pas le jeu. C'est la France qui prétend, qui dit on va les accueillir, puis au dernier moment, de manière totalement versatile, je continue la réflexion que je prête à Giorgia Meloni, de manière totalement versatile comme les autres pays européens, ils se débinent au moment où, eh bien, moi, dit-elle, moi, Giorgia Meloni, je ne vais pas laisser faire ça. Bon, vous voyez, le subterfuge, le stratagème est assez simple, mais il répond, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que disait, il répond aussi à des manquements qui sont ceux de la France, pour ne citer qu'elle, en ce moment-là. Et si vous voulez, à travers, je rejoins aussi ce que tu disais, à travers cette espèce de banalisation de l'affrontement même, de l'affrontement verbal, s'entend, de l'affrontement entre l'Italie, la France, entre l'Europe qui n'a pas fait son boulot, etc. Cette banalisation tend à déshumaniser totalement ces gens. On a l'impression, si vous voulez, qu'effectivement, c'est une quantité dont il faudrait se décharger. Et personne ne parle de ça. Personne ne parle de ces gens. Vous avez bien vu, même Olivier Véran dit, bon, alors c'est une affaire d'eau territoriale. Je veux bien sûr que c'est ça aussi. Mais on est en train, et c'est là que quelqu'un comme Meloni peut gagner la partie. Si on continue à traiter la chose, non seulement en ces termes-là, mais à l'appeler, à la dénommer de ces termes-là, c'est quelque chose de perdu et d'absolument honteux. Et forcément, si vous voulez, si vous en arrivez à cette réification de l'humain, après, vous ne soyez pas étonné que, lorsqu'il s'agit de discuter, vous soyez encore dans cette optique-là et qui ne tient pas compte de ces gens. Alors, rapidement, pour conclure, ce bateau pourrait arriver au large de la Corse dès demain. Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse, a dit que la Corse était prête à les accueillir. C'est d'ailleurs pas la première fois, Ziad, que la Corse se propose. Est-ce que c'est purement généreux de sa part ou c'est aussi une volonté une sorte de pied de nez à Paris? Non, oui, je pense qu'il y a un peu de tout. Et puis... mais ça reste quand même une responsabilité, et que sur le plan institutionnel, ça reste une responsabilité de l'État central. Donc la Corse peut dire, Marseille peut dire, chacun... Ils ont même d'ailleurs les moyens de les accueillir. Chacun peut jouer sa carte comme ça. Encore une fois, ce que tu disais, c'est l'instrumentalisation banalise la réalité de la tragédie humaine et surtout fait en sorte que le débat européen de fond sur les migrations n'est pas pris en main. D'abord parce que c'est pas un débat, c'est pas une compétence de l'Union, c'est une compétence des États membres. Donc chacun y va de son côté. Vous savez, c'est comme l'histoire des migrants qui passent de France à l'Angleterre. Bon, ça fait des années qu'on traîne un traité pratiquement inapplicable. Bon, voilà, on laisse ces choses s'installer. Merci beaucoup Ziad, merci aussi à vous Gauthier pour vos éclairages. C'est la fin d'On va plus loin. Restez avec nous sur France 24, Paris Direct se poursuit dans quelques minutes.